en question. Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. La Chambre laisse maintenant la parole à la défense de Ieng Sary. Vous avez la parole. Maître Carnavas. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, bonjour à tous et toutes ici présents et aux alentours, et en particulier bonjour, Monsieur Chandler. Angoudon et moi-même, représentants Ieng Sary. J'ai remarqué ce matin qu'on vous avait posé une question à propos des bombardements en l'année 1973. Et vous avez arrêté, vous avez regardé la Chambre et vous avez demandé si vous aviez le droit de parler de cette période. On ne pouvait s'empêcher de remarquer que vous n'avez jamais fait cela la semaine dernière quand c'est l'accusation qui vous posait des questions sur les périodes dans les années 60, qui pourtant étaient à l'extérieur du champ de l'acte d'accusation. Et quand les parties civiles vous posaient des questions à propos des événements des années 40 et 50. Donc, ma question, M. Chandler, vous n'avez pas besoin de prendre de notes, je suis certain que vous pouvez très bien comprendre ce que je vous demande. Pourquoi avez-vous jugé nécessaire de demander la permission de la Chambre pour répondre à la question de la défense, mais pas pour répondre aux questions de l'accusation et celles de la partie civile? Réponse. Merci. Ma réponse est la suivante. Des questions qui traitent d'événements précédents en 1975, dans mon souvenir, toutes les questions qu'on m'avait posées étaient sur l'histoire du Parti communiste du Cambodge, à propos duquel j'ai beaucoup écrit. Et la question qui m'avait été posée, moi je ne suis pas un expert en bombardement américain ou les questions importantes. Quand on m'a posé la question, et comme vous pouvez voir dans la réponse que j'ai donnée, c'est que je n'avais pas de problème à répondre à la question. C'est un événement horrible tant en histoire américaine que cambodgienne, mais j'ai pensé que cela venait ajouter un élément supplémentaire. C'est-à-dire une puissance étrangère qui n'avait pas fait l'objet de discussion dans le passé. Je voulais m'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une diversion. On m'a dit que ce n'était pas le cas, et c'est pourquoi j'ai répondu à la question. Question. Très bien. Merci. Vous pouvez voir en quoi il serait tentant pour moi ou que je serais porté à croire que vous êtes ici pour aider l'accusation plutôt que pour faire une déposition objective. Enfin, ce serait une façon de considérer l'événement, non? Réponse. Je trouve ça un peu insultant. Je ne suis pas aussi cynique que vous semblez le dire. Maître Carnavas parle, micro fermé. Maître Carnavas. Parlons donc maintenant du contexte et des sources que vous avez consultées. Ce matin, on vous a posé une série de questions. Je vais faire un peu de questions de suivi, car je ne pense pas qu'elles allaient assez en profondeur. Pouvez-vous nous dire exactement avec qui vous avez eu des contacts avant de venir comparaître devant cette chambre pour y déposer? Pas simplement pour ce procès, mais aussi pour votre autre comparution dans le cadre du dossier 001. Je parle ici de personnes qui parlent qui travaillent, ça reprend l'interprète, soit pour le bureau des co-juges d'instruction ou celui des coprocureurs. Le président. Monsieur Chandler, veuillez attendre avant de répondre que la Chambre ait tranché sur l'objection soulevée par l'accusation.
Le procureur a la parole. Le procureur. Je me suis levé avant qu'il termine, mon confrère finisse sa question. Nous n'avons pas de problème en principe avec la question, à savoir si M. Chandler a parlé à des membres du bureau des procureurs ou des co-juges d'instruction. Mais il faut poser la question précise. Si c'est la question, qu'il la pose. Nous n'avons pas d'objection. Maître Carnavas. Monsieur le Président, j'irai du général au précis. J'aimerais d'abord savoir avec qui il a parlé. Avez-vous parlé avec M. Eder? Réponse. Oui, si les courriels comptent contre une conversation. Question, qu'en est-il de cet échange de courriel avec M. Eder? Réponse, vous voulez dire cette année? Question, à partir du moment où il a commencé à travailler pour le tribunal, car d'abord, M. Eder travaillait pour le bureau des coprocureurs et a travaillé à l'élaboration du réquisitoire introductif, puis ensuite est allé travailler avec les juges d'instruction pour s'assurer que ce qu'il avait rédigé était exact. J'aimerais donc savoir à partir de quel moment avez-vous eu des contacts avec M. Eder? Et je pense que ça devrait commencer vers 2005-2006. Réponse. Son travail, je trouvais son travail intéressant, mais comme il ne cadrait pas avec mes recherches, mes contacts avec lui étaient plutôt irréguliers, simplement dans un contexte social, pour simplement essayer de savoir ce qui se passait ici à Phnom Penh. Au fur et à mesure que la date de ma comparution approchait, je n'ai pas particulièrement entré en contact avec lui pour lui demander ce que je devais faire ou quoi que ce soit, mais finalement, à l'approche de ma comparution, j'ai consulté plus de documents qui n'étaient pas disponibles avant. Question. Et était-ce tant pour le dossier 1 que pour le dossier 2? Le Deutsch étant le premier dossier. Est-ce que vous comprenez pas, vous avez des difficultés à comprendre l'anglais que je parle? Je vois que vous faites une pause, intervention inaudible de l'expert. Réponse. Écoutez, je me suis beaucoup moins préparé pour le dossier 1. En fait, j'ai surtout relu mon ouvrage que j'avais rédigé. Alors que dans ce cas-ci, non seulement j'ai dû réétudier ou revoir les livres que j'avais écrits et voir le plus de documents que possible pour être le plus utile possible. Maître Carnavas. Monsieur Chandler, restons sur le sujet. Avez-vous eu des contacts avec Steve Heder à propos du dossier Deutsch? Oui ou non? Si oui, jusqu'où êtes-vous allé? Very limited. Réponse. Des contacts très limités, mais oui, j'en ai eu. Question. Et dans ce dossier-ci, avez-vous eu des contacts avec M. Heder alors qu'il travaillait pour le bureau des procureurs, alors qu'il rédigeait le réquisitoire introductif avec les autres membres de l'équipe des procureurs? Réponse. Oui, sûrement, mais ce n'était pas pour savoir ce qui se passait car je ne participais pas au procès. Nous avons échangé des documents à propos d'autres aspects de l'histoire du Cambodge, mais je ne cherchais pas à obtenir des informations particulières de sa part. Question. Laissez-moi vous poser une question bien claire. Je ne suis pas en train ici de suggérer que vous cherchiez à obtenir de l'information de sa part. J'essaie ici simplement d'établir si vous avez eu des contacts avec lui et, le cas échéant, comment. Et si vous avez échangé des documents, puisque cela pique ma curiosité, pourriez-vous nous dire quel type de documents vous avez échangé avec M. Heder pendant cette période? Réponse. Lui m'a dit de lire les documents qu'il avait publiés que je n'avais pas encore lus, mais voilà, c'était le type d'échange que j'avais avec lui à l'époque.
Question. Et le type d'ouvrage qu'il avait publié, est-ce que cela portait en partie sur le travail qu'il faisait pour le bureau des coprocureurs à l'époque? Réponse. Non, pas lié directement. Enfin, ces publications précédaient son rôle au tribunal. Par exemple, l'article de ce matin, c'était dans 99, et d'autres qu'il avait rédigés plus tard, mais ce n'étaient pas des documents du tribunal. En fait, je n'ai jamais consulté de documents émanant du tribunal avant. Question. Est-il juste de dire, d'après votre réponse, qu'il vous a aussi remis des sources principales d'information, des documents qui lui étaient disponibles, qui n'étaient soit pas disponibles, que vous ne connaissiez pas dans vos recherches? Réponse. Non, ce n'est pas vrai. Il ne m'a pas donné de documents de sources principales qui ne m'étaient pas disponibles avant. Maître Carnavas, ce n'était pas une question. Réponse. Non, il ne m'a pas fourni de documents de sources principales. Question. Et après que M. Eder est allé travailler chez les co-juges d'instruction, avez-vous continué d'avoir eu des contacts avec lui? Et le cas échéant, pouvez-vous nous les décrire? Réponse. Mais il est difficile de vous parler de ces contacts de la nature, c'est-à-dire, ce sont des échanges entre deux collègues qui sont amis depuis 30 ans. Mais ces échanges ne... Bon, laissez-moi le dire autrement. Ces échanges ne portaient pas sur l'échange de renseignements. Je n'étais pas sur le point de publier quoi que ce soit. Je lui ai parlé en fait du procès, c'était intéressant. Et lui m'a parlé de façon officieuse. Je ne vais pas le rendre officiel aujourd'hui. Question. Quand vous dites officieuse, le président. Maître Carnavas, veuillez s'il vous plaît marquer une pause entre la réponse de l'expert et votre prochaine question pour aider les interprètes à faire la part des choses. Maître Carnavas. Oui, merci. Quand vous dites officieusement, pour que je comprenne bien, devons-nous conclure que vous avez eu des discussions, des échanges de courriels à propos de son travail, que vous considérez qu'il vous a communiqué officieusement et que vous ne pouvez pas discuter avec nous? Est-ce ce que nous devons comprendre de votre réponse? Réponse. Il m'a dit clairement que dans certaines de ces discussions, qu'il ne voulait pas que je publie quoi que ce soit. Et c'est ce que veut dire officieusement, et je n'ai jamais rien publié sur la base des discussions que j'ai eues avec lui. Et ne devez-vous pas que ça vous soit traduit? Question. C'est quelque chose qu'il ne voulait pas que vous écriviez. Dois-je conclure que lui faisait des recherches ou lui était en train de rédiger quelque chose pour les co-juges d'instruction? Et que c'est pourquoi il avait une discussion privée avec vous et c'est pourquoi vous ne vous sentez pas à l'aise d'en discuter publiquement? Le procureur. Monsieur le juge? Le président. Monsieur l'expert, je vous prie d'attendre avant de répondre. Nous allons entendre l'objection de l'accusation contre la dernière question de la défense de Yengsari. Le procureur, nous nous opposons sur la base de la pertinence. Nous pensions que la défense allait poser des questions qui donneraient lieu à des réponses pertinentes pour les études de M. Chandler. Et ce type de série de questions, nous n'avons aucune opposition à cela. Mais maintenant, il semblerait que Maître Carnavas semble faire une enquête ad hoc sur les conversations avec les membres du bureau des co-juges d'instruction et quelles étaient leurs discussions officieuses. Ça n'a absolument aucune pertinence. Si Maître Carnavas souhaite poser des questions à M. Chandler sur le type d'informations qu'il a reçues et les sources qu'il a consultées pour tirer ses propres conclusions, mais de commencer à discuter du travail d'autres personnes et d'essayer de mener une enquête
sur d'autres personnes qui ne sont pas ici pour déposer, étant non pertinentes qu'inappropriées. Maître Carnavas, laissez-moi brièvement répondre, Monsieur le Président. Si, en effet, Eder travaillait pour le bureau des co-juges d'instruction, d'abord et avant tout, il n'avait absolument pas à discuter de ce qu'il faisait avec qui que ce soit d'autre. Ces informations devaient rester au sein du bureau des co-juges d'instruction, à moins que je me trompe sur la façon dont le système fonctionne. C'est d'abord et avant tout. Deuxième point. Eder est un historien. Comme nous l'avons indiqué, il a travaillé pour les co-procureurs, ensuite il a travaillé pour les co-juges d'instruction. Et si Eder maintenant parle avec Chandler, et Chandler sait qu'il va déposer, comme Eder l'aurait su, eh bien nous avons maintenant un problème. Et c'est pourquoi j'ai le droit d'explorer cette piste. Surtout car la semaine dernière, nous avons entendu des oppositions de la part de M. Chandler qu'il a changé d'idée d'une certaine façon. Aujourd'hui, il dit que ce qu'il a reçu et ce qu'il a appris était simplement à des fins d'élargir ses connaissances plutôt que c'était de nouvelles découvertes. Mais nous avons le droit d'étudier cela car cela touche la crédibilité de l'expert. Et c'est pourquoi je pense avoir le droit de pouvoir poser ces questions. Car il y a Eder, il y avait Etchison et Lockhart, qui ont tous travaillé pour les coprocureurs. Nous ne sommes pas en train de suggérer que M. Chandler faisait quoi que ce soit d'inapproprié, mais si des membres de l'accusation ou du bureau des co-juges d'instruction ont des contacts avec des témoins potentiels et ont des discussions à propos du procès et leur montrent des documents, cela pourrait nous porter à croire que les personnes qui travaillent déjà pour le système sont en train de miner la procédure.
Le président. La Chambre souhaite céder la parole au juge Lavergne. Qui rendra sa décision concernant la question et l'objection soulevée. Le juge Lavergne. Oui, merci Monsieur le Président. La Chambre souhaite attirer l'attention de Maître Carnavas sur le fait que ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les accusations qui sont portées contre les accusés dans le cadre du dossier 002 et plus précisément d'examiner ce qui est pertinent à l'égard des faits qui sont l'objet du premier procès dans le cadre 002. Toutes les questions qui concerneraient la façon dont l'instruction a pu être menée dans le cadre du dossier 001 nous paraît dénuée de toute pertinence et donc cette ligne de questionnement ne sera pas autorisée par la Chambre parce qu'elle nous paraît dépourvue de toute pertinence. Donc, encore une fois, la Chambre souhaite que vous puissiez vous centrer sur des questions qui nous paraissent pertinentes pour apprécier les preuves dans le cadre du dossier 002. Thank you, Judge Laverne. For the record, Maître Carnavas, à des fins de transcription, la crédibilité d'un témoin est toujours pertinent, du moins dans le système anglo-saxon. Vous avez dit avoir regardé l'ordonnance de clôture. Pourriez-vous nous dire si vous l'avez lue en sa totalité ou simplement des sections de cette ordonnance de clôture? Réponse du témoin. J'ai lu le texte de l'ordonnance de clôture. Je voudrais préciser que je n'avais jamais vu l'ordonnance de clôture avant de me rendre à Phnom Penh la semaine dernière. J'ai demandé à le voir. C'était une demande légitime et on me l'a montré pour que je puisse me renseigner sur l'état actuel des choses. Je n'ai pas lu l'ensemble des notes en pied de page, simplement lorsque j'ai lu quelque chose et je m'intéressais à connaître les sources. Je voulais apporter cette précision. Maître Carnavas, pour être certain d'avoir bien compris votre témoignage, c'est lorsque vous êtes venu à Phnom Penh pour déposer ici que vous avez reçu pour la première fois l'ordonnance de clôture. Réponse oui. Question. Vous avez vu un copier papier ou un copier électronique? Une copie électronique. Réponse. Une copie papier. Question. Et en regardant les notes en pied de page pour vous référer aux sources mentionnées, si j'ai bien compris, l'accès que vous aviez aux documents cités dans les notes était limité. Réponse. Je n'avais accès à aucun de ces documents. Certains étaient des documents que je connaissais, mais je n'avais accès à aucun de ces documents à Phnom Penh en lisant l'ordonnance. Question. Avant de vous rendre à Phnom Penh, vous avez reçu certains documents qui vous ont été fournis par la Chambre. Vous avez été informé que les parties allaient vous demander de vous référer à certains documents. Est-ce exact? Réponse. Oui. Question. À l'exception de ces documents, avez-vous consulté tout autre document? Et je précise des documents qui étaient des sources d'origine. Réponse. Je dois répondre non si vous entendez par cela la source d'origine en khmer. Je n'ai pas fait de recherche en khmer. Question. Qu'en est-il donc des documents traduits en anglais? En fait, j'écarte tout article et revue universitaire. En dehors de ce genre de documents, avez-vous étudié des sources
principales qui auraient été des traductions de la version originale Khmer? Réponse. À l'exception de ces documents, j'ai regardé des sources imprimées de John Trupp-Carey, donc l'étude du tribunal qui a été publiée, les 7 candidats qui a été publié il y a quelques années. Je l'ai relu, je m'y suis référée, j'ai lu certains documents. On ne m'a prévenu que 2 semaines à l'avance, donc je ne pouvais pas tout lire. Les 7 candidats à l'accusation est un écrit de Haider où il nomme les accusés, entre autres, n'est-ce pas? Réponse. Oui, en effet. Maître Carnavas a fermé son micro. Maître Carnavas, la semaine dernière, vous avez dit à plusieurs reprises, et nous en parlerons demain, qu'après avoir lu l'ordonnance de clôture, vous avez dit de manière répétée qu'après avoir lu l'ordonnance de clôture, vous étiez parvenu à certaines conclusions ou vous souhaitiez modifier votre avis ou vos conclusions. En entendant vos propos à l'instant, sommes-nous en droit de présumer, puisque vous n'aviez pas accès aux documents étayant l'ordonnance de clôture, en dehors des documents que la Chambre vous a fournis, que lorsque vous dites avoir lu l'ordonnance de clôture, vous faites référence au texte même de cette ordonnance de clôture? Réponse, oui. Question, en d'autres termes, et je ne vous accuse pas de quoi que ce soit, même si vous pouvez en avoir l'impression, c'est inhérent à l'interrogation devant un tribunal. Vous vous appuyez sur le texte au lieu de faire, si on peut dire, un due diligence pour vérifier, contrôler ces écrits pour savoir si ce qui est mentionné dans le texte est précis et correct. Puisque, vous l'avez dit, ne pas avoir eu accès aux documents sources cités dans l'ordonnance de clôture. Réponse. Je vous remercie de votre sourire, qui est tout à fait le bienvenu. Pour vous corriger, je n'ai jamais dit être parvenu à de nouvelles conclusions ou avoir modifié mon avis. Je ne l'ai jamais dit. J'ai dit avoir appris de nouveaux renseignements, de nouvelles informations qui m'intéressaient, qui ont complété mes connaissances. Je fais référence au courrier de Sihanouk concernant sa conversation avec Pol Pot. Je ne le savais pas et j'aurais adoré pouvoir mettre cela dans mon livre. Donc, n'essayez pas de me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Je ne l'ai jamais dit. Excusez-moi si je parais agressif. Je n'aurais jamais pu contrôler des documents à titre de due diligence depuis ma chambre d'hôtel à Phnom Penh. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas pu le faire. Je pense que cela ne m'empêchait pas de lire le document jusqu'au bout, à titre d'information. Maître Carnavas. Mes excuses si je pensais vous avoir non pas cité, mais cité en paraphrase, et je regrette si ce que j'ai dit ne reflétait pas précisément vos propos. Je vais m'efforcer de le faire à l'avenir. Je ne dis pas non plus que vous auriez dû mener de la due diligence sur les sources. Je veux simplement dire que quand vous faites référence à l'ordonnance de clôture que vous avez lue, vous faites donc référence au texte de l'ordonnance de clôture et non pas ce texte plus les notes en pied de page que vous avez vérifiées et contrôlées pour vérifier si ces notes étaient les arguments de l'ordonnance de clôture. Je pense que donc nous sommes d'accord.
Monsieur Chandler. Réponse, oui. Quand vous le formulez ainsi, oui, vous avez raison. Maître Carnavas, merci beaucoup. Je vais m'efforcer à sourire davantage pour vous faciliter la tâche. J'aimerais revenir en arrière à la période mentionnée ce matin, c'est-à-dire concernant les bombardements américains. Sans vouloir insister sur ce point, et je ne cherche pas de justification, mais simplement pour dresser le contexte historique. Je pense que vous serez d'accord si je dis que le contexte est assez important quand il s'agit de comprendre des événements historiques, même devant un tribunal. Êtes-vous d'accord? Réponse, tout à fait. Question. Pour dresser le contexte, donc, pourriez-vous nous dire vers quelle année les bombardements au Cambodge ont démarré? Vous avez mentionné 1973, mais cela s'est produit plusieurs années auparavant, n'est-ce pas? Réponse, oui, et j'ai mentionné les premiers bombardements ce matin. Cela a démarré en 1967. Maître Carnavas, j'essaie simplement de faire noter un certain nombre de points. Je demande votre patience. Je comprends que vous vous sentiez frustré. Il devait y avoir une raison pour ces bombardements. Pourriez-vous nous dire pourquoi les États-Unis bombardaient le Cambodge? Réponse. Vous êtes un Américain, j'ai du mal à croire que vous avez besoin d'une réponse, mais je vais vous répondre. Les Américains bombardaient le Cambodge pour soutenir leur guerre contre les Vietnamiens du Nord et les forces de libération combattant en Vietnam du Sud. Le bombardement du Cambodge était un élément de la guerre au Vietnam que les Vietnamiens n'appelaient pas la guerre au Vietnam, mais la guerre totale contre les Américains à tout endroit. Maître Carnavas, je vous remercie. C'est à des fins de transcription, donc je demande votre patience et je regrette si je parais poser des questions simplistes. Avant le début des bombardements, pourriez-vous nous décrire le contexte? Si j'ai bien compris, Sihanouk était le chef d'État. Pourriez-vous nous dire ce qui se passait au Cambodge qui aurait pu motiver les Américains à bombarder le Cambodge? Réponse, il ne se passait rien au sein du gouvernement cambodgien ou aux yeux du monde qui aurait incité les Américains à bombarder le Cambodge. Ce qu'ils espéraient bombarder, c'était le chemin de Ho Chi Minh qui transitait par le Cambodge entre le Vietnam du Nord et le Laos vers le Vietnam du Sud. Question. Lorsque vous faites référence au chemin de Ho Chi Minh, est-ce que vous dites que Sihanouk s'était organisé avec la Chine pour permettre aux armes de transiter par le Cambodge pour aider les communistes du nord du Vietnam qui, à l'époque, étaient en guerre contre le Sud? Est-ce que c'est à cela que vous faites référence? Réponse. Quant à la séquence des événements, je devrais me référer à mon livre. Mais en effet, il y a un lien. Lorsqu'on parle de Sihanouk, fréquemment, on parle d'un jeu d'équilibre, un petit peu de chaque côté, pour contenter les Chinois, pour contenter les Américains. Lorsque la guerre se passait mal, ou plutôt, je me reprends, en 1968, il craignait que avoir rompu les relations avec les Américains en 1964 était une erreur. Donc il a retissé des relations avec les Américains. Des preuves sembleraient indiquer, ce n'est pas tout à fait certain, mais qu'en échange de ces liens retissés avec les Américains, il
autorisé les Américains à continuer à bombarder le chemin de Ho Chi Minh. Donc, le sort des habitants du maquis et des troupes vietnamiens ne lui importait peu. Question. En tant qu'historien, avez-vous étudié la politique au Cambodge à cette époque? Est-ce que Sihanouk, les agissements de Sihanouk envers ses opposants politiques? Réponse, oui. J'y ai consacré un chapitre entier de mon livre concernant la fin de la reine de Sihanouk, où il s'est comporté de manière très sévère contre ses opposants. Il y a eu la rébellion de Samlok qui a été réprimée sévèrement. S'il ne s'était pas montré aussi dur, Khieu Samphan et Ieng Sary n'auraient jamais pris le maquis. J'ai écrit sur cela. Question. Vous nous avez dit qu'il y avait eu des bombardements. Vous nous avez parlé de ce qui se passait à Phnom Penh. Mais en dehors, dans les campagnes, pourriez-vous nous décrire la vie du Cambodgien moyen qui vivait en zone rurale, si un tel Cambodgien moyen existe? Réponse. J'aimerais pouvoir vous donner une meilleure réponse, mais il est clair que le long de la frontière, c'était assez difficile pour ces gens. Les soldats vietnamiens étaient stationnés parmi eux. Les preuves indiquent qu'ils se comportaient très bien, mais c'était difficile après l'offensive du Tet en 1968 qui était lancée depuis le Cambodge. Ça c'est connu, c'est lancé depuis des bases au Cambodge vers le Vietnam du Sud. Dès l'échec de l'offensive du Tet, qui était un échec en dehors des relations publiques, les forces du Vietnam du Nord ont traversé la frontière, alors que ceux du sud du Vietnam avaient été là depuis les années 50 pour certains. Donc avec l'arrivée des Vietnamiens du Nord, les conditions deviennent plus sévères, la guerre s'aggrave et Sihanouk a de plus en plus de mal car sa base politique se déstabilise. L'Assemblée élue en 1966 était la seule assemblée à avoir été élue sans qu'il n'ait choisi les candidats. Donc les représentants n'étaient pas ses militants. Tout cela est documenté. Il se passait beaucoup de choses en même temps. Il y avait une résistance plus forte face à son règne, le mécontentement dans les villes, l'économie qui tourne mal. À la campagne, les gens qui sont aspirés par la guerre. C'est une situation compliquée et désagréable, comme vous l'avez suggéré. Question. D'accord, et cela se poursuit pendant un certain temps. En 1970, il y a le coup d'État. Mais les bombardements se poursuivent, comme vous l'avez dit ce matin, jusqu'en 1973. À ce moment-là, quel était l'impact de ces bombardements sur les zones rurales? Impact physique sur les visages, sur l'agriculture, sur le bétail? Pouvez-vous nous éclairer là-dessus? Réponse. J'ai donné une assez mauvaise réponse ce matin et je ne saurais pas mieux vous répondre maintenant. Non, je n'étais pas là. Je ne peux pas en parler. Je peux vous dire que cela devait être catastrophique, mais je ne sais pas dans quelle mesure la situation était meilleure à tels endroits que dans d'autres. En 71 et 72, le bombardement restait le long du chemin de Ho Chi Minh. En 1973, la situation a changé et on a commencé à bombarder les zones peuplées. Et les gens, quand ils parlent des bombardements, ils parlent de cela. C'est le cercle de feu autour de Phnom Penh que j'ai mentionné ce matin. Je dirais que cela devait être catastrophique, mais je n'ai pas de preuves directes. Je n'ai pas parlé à qui que ce soit qui était dans un de ces villages. Je ne peux pas vous en dire plus. Maître Carnavas. Très bien. En dehors de l'impact physique,
en tant qu'historien et ayant rencontré différents individus, en effectuant vos interviews, pouvez-vous nous parler de l'impact psychologique que cela aurait pu avoir sur ces gens? Je vois qu'il y a une objection. Dr. Chandler, veuillez attendre. Le président. Dr. Chandler, veuillez attendre. Nous allons entendre l'avocat des parties civiles. Maître, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je formule donc une objection à la question qui vient d'être posée sur l'évaluation de l'impact psychologique et pour cela me réfère à votre jurisprudence d'hier, précisant que M. Chandler n'a pas les compétences pour donner un avis sur toutes les questions psychologiques. Maître Carnevas, si vous me le permettez, Monsieur le Président, nous allons peut-être l'aborder à un moment donné, mais je ne lui demande pas de faire de la psychoanalyse. S'il a rencontré des individus qui lui ont décrit les conditions dans lesquelles ils vivaient et l'impact que cela a eu sur leur vie, c'est cela qui m'intéresse. Je ne lui demande pas de me dire si cela a causé une maladie mentale à ces individus. Dans ce contexte-là, si l'expert peut répondre, c'est ce que je cherche à déterminer. Le président. Dr. Chandler, vous êtes autorisé à répondre à la question ainsi reformulée. Professeur Chandler, je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit. Je n'ai pas parlé à ces personnes, mais les effets devaient être catastrophiques à certains endroits. Je ne modifie donc pas ma réponse. Maître Carnevas, merci. Le 20 juillet 2012, à la page 98 du projet de transcription, vous avez dit la chose suivante. Je vais le lire lentement et je peux vous donner une copie papier, mais il n'y a rien de contestable. À la ligne 12 de la page 98 de la version anglaise, vous dites les populations. On a dit à la population rurale que les bombardiers américains décollaient de Phnom Penh. Donc, et il y a beaucoup de preuves là-dessus. Lorsque les forces sont rentrées dans Phnom Penh et certaines forces qui sont rentrées dans Battambang, les gens étaient très en colère. On leur avait dit d'être en colère. On leur avait dit que cet endroit était non seulement occidental, américain, mais c'était un endroit qui cherchait à les détruire. Les villes, donc, étaient les villes où résidaient les peuples nouveaux, qui n'avaient pas participé à la Révolution et donc à l'esprit des Khmers rouges ne faisaient pas partie justement des Khmers rouges, c'était les autres, en d'autres termes, c'était les ennemis. Ma question est la suivante. Les populations qui subissaient ces bombardements et qui voyaient leurs villages détruits, le bétail et leurs enfants blessés et tués, sur la base de vos recherches historiques, savaient-ils que ces bombes étaient des bombes américaines? Réponse. Je ne saurais répondre directement car je n'étais pas présent, bien sûr, mais il me semble que lorsque les forces des Khmers rouges étaient en contact avec ces populations, ils leur disaient que c'était des bombes américaines et ils ne leur disaient pas autre chose. Question. Savait-il que le gouvernement du Cambodge, sous Sihanouk et ensuite sous Lon Nol, autorisait le gouvernement américain à bombarder ces régions? Était-il au courant
d'après vos recherches historiques? Le président. Dr Chandler, veuillez attendre. Le coprocureur international se lève et je lui cède d'abord la parole. Le coprocureur international, l'objection est simple, Monsieur le Président. La question invite le professeur à émettre des spéculations concernant l'état d'esprit des populations des zones libérées en 1975. L'expert ne peut pas formuler d'avis là-dessus. On peut reformuler la question. Y a-t-il des preuves démontrant que des informations ont été relayées au cadre concernant telle ou telle chose? Maître Carnavas. Je peux tout à fait reformuler. Vous nous avez dit que les bombardements ont démarré en 1967 et ont duré environ 6 ans. Vous nous avez dit que les populations auraient su qu'il s'agissait de bombardements américains. Pendant cette période, au Cambodge, en dehors de Phnom Penh, savez-vous si les populations auraient su que les gouvernements de Sihanouk et de Lon Nol s'accordaient avec le gouvernement américain? Réponse. La question est de savoir qui et comment il l'aurait su. Les gens à qui on l'avait raconté l'auraient su. Les gens n'auraient pas pu deviner que le gouvernement s'était aligné du côté des Américains, mais c'était un outil de grande valeur pour les Khmers rouges de pouvoir expliquer aux populations que le gouvernement les avait trahis et avait autorisé ces bombardements. Et je voudrais préciser et corriger quelque chose. Je ne voudrais pas que la transcription suggère que le bombardement du Cambodge qu'on a connu en 1973 avait duré depuis 1967. Je pense qu'entre 1967 et 1970, beaucoup de gens n'étaient même pas au courant de ces bombardements car cela longeait le chemin qui parcourait des forêts très denses et les gens n'étaient pas au courant. Si on en vient à 1973, les Vietnamiens ne soutenaient plus les Khmers rouges. Il y avait eu le cessez-le-feu avec les Américains. Les Khmers rouges commençaient à prendre en charge leurs aspects de la guerre civile et ils avaient une arme psychologique, c'était de dire le plus possible que ces bombes étaient des bombes américaines. Et la seule contre-vérité était de dire aux populations que les avions décollaient de Phnom Penh. Ce n'était pas le cas, cela n'aurait pas pu être le cas, mais les gens ne le savaient pas. On leur disait que c'était leur propre gouvernement qui autorisait ces décollages. Maître Carnavas, mais ça c'est un détail mineur. Qu'ils aient décollé de Phnom Penh ou de Guam, les bombes atterrissaient au Cambodge sur ces villages et tuaient ces habitants. Pourriez-vous répondre à la question? Votre micro n'était pas allumé. Réponse. Je pense que c'est un moyen tactique très efficace de placer dans l'esprit des gens que leur gouvernement les aidait à les bombarder. Et là, donc, on avait encore des étrangers qui venaient les attaquer, mais cette fois-ci de leur dire, ça n'a rien de nouveau, mais cette fois-ci de leur dire que c'était des étrangers qui agissaient main dans la main avec leur propre gouvernement aurait eu un effet énorme. Maître Carnavas, mais c'était la vérité, n'est-ce pas? Le gouvernement cambodgien permettait aux États-Unis de ravager les campagnes cambodgiennes par ces bombardements. Ce n'était pas de la désinformation, c'était la vérité, n'est-ce pas? Vous êtes américain, vous devez le savoir.
réponse. Ce n'est pas une question orientée. Si vous m'orientez vers quelque chose que j'ai déjà dit, je l'ai déjà dit et je ne reviendrai pas là-dessus. Sans vouloir minimiser ce qui s'est passé, cela devait être catastrophique. Maître Carnavas, passons à un autre sujet. La question de la psychoanalyse a été soulevée. Je me réfère à votre ouvrage, frère numéro 1, certaines phrases que vous utilisez. Il s'agit du document E3/17. Nous pouvons vous présenter une copie de ces extraits, sauf si vous avez sous les yeux le livre. Je me réfère à la page 9, le numéro ERN 0039 29 23, en Khmer 0082 16 73. Je ne pense pas que cet ouvrage ait été traduit en français. Toutes nos excuses. Je vais cibler certaines phrases à cette page. Vous écrivez « Sarre a dû être traumatisé par la discipline solennelle du monastère. » Nous avons l'impression ici que vous tentez de psychoanalyser Pol Pot, n'est-ce pas? Réponse. Je préfère utiliser le terme comprendre, mais il y a des incidences psychologiques. Oui. Question, très bien. Je vais vous donner quelques autres exemples. À la page 10, page suivante, qui donc en Khmer serait 0082 1674 et en anglais 00392924. Vous écrivez. Il est facile de s'imaginer Salotsar dans les années 30. Au bout de la scène et regardait les danseurs masqués, entraînés par son cousin et peut-être même sa sœur et la femme de son frère, faire une performance à la lumière d'une centaine de chandelles et de la lune. Puis ensuite à la page la page 12 en anglais, ou 00392926, vous écrivez. Il est impossible de dire quelles impressions du palais étaient les plus importantes parmi les souvenirs de Salotsar une fois qu'il est venu au pouvoir. Puis vous dites plus loin, et peut-être pensait-il aux danseurs ou les paysans qu'il avait croisés plus tard. Peut-être pensait-il lui-même à sa propre enfance déracinée dans une ville potentiellement hostile. Ensuite, prochain extrait, que vous retrouverez à la page 15 de l'ouvrage en anglais, donc en Khmer 0082 1676 ou 0039 29 29 en anglais. Le plus important, sa famille affectueuse, sa maison domestique et son isolation de la... Le plus important, sa famille affectueuse, une vie de famille relativement ordonnée, et le fait qu'il était isolé de la pauvreté aurait pu produire une surface psychologique relativement calme, ce qui serait toutefois une déception.
Page suivante. 0039 29 33. Les réussites de Salazar comme enseignant et sa réputation pour d'être un homme équitable, il est facile de voir que Tuan Sivan pourquoi Tuan Sivan était un modèle qu'il avait choisi d'imiter parmi d'autres. Next, Khmer 0082. Prochain extrait. RN en Khmer se terminant par 88. Le maître Carnavas parle à micro fermé. Le président. La parole est à l'accusation. Le procureur. Je ne veux pas ici interrompre le rythme, mais je pense qu'on a déjà oublié la première citation. Il faut scinder les questions en parties plus gérables. Enfin, j'imagine qu'il y a un point qui sera soulevé, mais de faire plusieurs citations et de s'attendre à ce que M. Chandler puisse ensuite tout mettre ensemble en réponse à une question, c'est trop. Ce sera trop compliqué. Et cela n'aidera pas la Cour de toute façon. Maître Carnavas. Monsieur le Président, M. Chandler a écrit ces passages très éloquents et il est aussi un historien. Alors, il y avait une objection par rapport à la psychanalyse. Et j'aimerais bien demander à M. Chandler, et si c'est la façon dont les historiens écrivent, ou s'agit-il d'un roman historique, ou peut-être fait-il preuve de créativité dans son style d'écriture, plutôt que de fournir des faits historiques et une biographie de frère numéro 1. Voilà l'objectif de ma question, et de citer ces extraits très bien écrits dans l'ouvrage de M. Chandler, frère numéro 1. Le président. Maître, veuillez poser votre question directement à l'expert. Maître Carnavas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bon, d'après les passages que je viens de vous lire, peut-être en lirai-je d'autres plus tard, mais ceux que je viens de vous lire. Bon, vous êtes d'accord avec moi qu'elles proviennent de votre livre, ces citations? Ou voulez-vous les lire? Réponse. Non, je sais qu'elles sont dans mon livre, oui. Allez, Maître Carnavas. Oui, non, je veux simplement, Monsieur Chandler, nous assurer qu'on soit sur la même longueur d'onde. Je sais que c'est frustrant, mais... Bon, vous dites... il est facile de s'imaginer, puis vous procédez à une analyse psychologique. Est-ce que c'est parce que vous voulez que l'histoire soit facile à lire, plutôt que de simplement rédiger des faits? Monsieur l'expert. Bon, je n'aime pas cette idée, qui a été déjà véhiculée, que l'histoire est ennuyeuse et c'est complètement illisible. Non, écoutez, c'est une biographie. L'objectif d'une biographie n'était pas d'écrire une histoire chronologique ou simplement une chronologie d'un curriculum vitae de Pol Pot. J'aurais pu faire ça, ça aurait pris 2 pages. L'objectif était plutôt d'essayer de comprendre la personne, d'après ce que l'on savait des faits de sa vie, mais aussi la personne, ce que nous avons découvert, les faits qu'il avait sur des gens qu'il avait rencontrés. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Par exemple, j'ai connu des gens qui avaient été à la même école que lui, à Kampong Cham, qui parlaient de ce professeur, Kwan Sipan.
comme étant un professeur très inspirant. Donc, lui avait eu ce prof très inspirant. Ensuite, il était allé à des écoles de style français. Il n'y avait pas eu de professeur qui l'avait mentionné. Deuxième point, la question de son apparence calme et paisible. C'est la première chose que l'on me disait. On me dit que les gens se frottaient, quand il me parlait de lui, il se frottait le bras pour montrer à quel point il avait l'air doux. Donc le fait d'être venu d'une famille si simple ou affectueuse aurait pu lui donner cette impression. Mais c'était une expérience biographique. Je n'ai pas écrit de cette façon dans d'autres de mes ouvrages. Je n'ai pas essayé de le faire pour Sihanouk ou pour Deutsch. Donc je n'essayais pas. J'essayais de me rapprocher d'une compréhension de la personne. Quelqu'un qui était et qui demeure pour moi un mystère. Et il faut, ces fois, y aller un peu à la devinette. Et dans la préface, je crois que j'indique, j'ai eu l'impression qu'il était dans la pièce, qu'il me regardait. Moi, je ne pouvais pas le trouver. Qu'il était toujours derrière moi, quelque part. Parce qu'il est justement insaisissable, d'une certaine façon. Allez-y, Maître Carnavas. Écoutez, j'espère ne pas donner l'impression que l'histoire, c'est ennuyeux ou que c'est de la foutaise ou quoi que ce soit. Au contraire, nous apprécions vos ouvrages. Laissez-moi citer un autre extrait, puis je passerai au prochain sujet. Donc, à un certain moment, vous semblez même vous faire des spéculations quant à ce qu'il aurait pu lire. Vous écrivez, vous parlez d'ouvrages de Staline, et vous dites il est probable que en 1952, Sarre recevait la majeure partie de ses nouvelles et de ses opinions provenant du Parti communiste français. Et vous dites aussi, il aurait sans doute bien connu les livres de Staline, notamment son ouvrage « Histoire du Parti communiste de l'Union soviétique ». Puis vous écrivez, il est tentant de s'imaginer Salotsar lisant ces documents dans une lumière faible et d'absorber une vision du monde qui semblait renforcer ses idées d'hostilité, de clandestinité. Mais sans doute n'avait-il pas assez d'ambition. Et je lisais ici la page 001821695 ERN en anglais 39 29 46. Ma question pour vous, M. Chandler, est, dans ces passages, n'est-ce pas de la spéculation qu'il aurait lu de tels ouvrages? Laissons de côté la phrase qu'il est tentant de faire ceci ou de s'imaginer. Mettons cela de côté. En tant qu'historien, ne prenez-vous pas certaines libertés? Ne sont pas là des présomptions de votre part? You have to take some and some. Réponse, oui, il faut prendre certaines libertés. Et bon, elle peut être légitime, mais j'ai eu des entrevues avec des gens qui appartenaient au Parti communiste français. L'histoire du Parti communiste français que j'ai étudié pour mon travail sur Pol Pot, l'atmosphère dans laquelle il vivait et la période pendant laquelle le stalinisme, c'est un parti communiste très, très dogmatique. Et ce qu'il fallait faire, aujourd'hui, il fallait lire l'Humanité. Tous les membres du parti devaient lire l'Humanité. L'histoire du Parti communiste par Staline était ouvrage obligé. Il fallait lire cela lors des réunions du parti. Et donc j'ai présumé que Pol Pot avait fait la même chose que d'autres communistes français avaient fait, car il était membre du Parti communiste français. Pour ce qui est ensuite de la lumière tamisée, eh bien, on a retrouvé son appartement. Et en 1990, c'est un des endroits les plus sombres que j'ai vus. Donc peut-être qu'il avait-il une bonne lampe en 1950. C'est un petit
Petit appartement au 5e arrondissement au-dessus d'un bar. Maître Carnavas. Merci, Monsieur Chandler. Si j'ai bien compris, donc, dans votre profession, et ce que vous faites plutôt dans vos ouvrages, c'est après avoir lu certains documents, vous tirez des conclusions, informer, raisonner. Est-ce que j'ai bien compris? Réponse. Je suis désolé, j'ai renversé un peu d'eau, mais j'ai entendu votre question. Et oui. Question. Donc, à part d'avoir trouvé la preuve flagrante, il y a des moments où vous devez tirer des conclusions sur la base des éléments de preuve que vous avez à votre disposition. Puis-je vous demander, dans votre expérience, ayant vu comment d'autres le font, pensez-vous que les historiens, des fois, se trompent? Parce qu'ils ont justement présumé un peu trop, en se fondant sur les preuves qui leur étaient disponibles. Réponse. Tout à fait, c'est le risque que courent les historiens. Question. Je vous remercie. Le prochain sujet dont j'aimerais maintenant parler sont certaines des statistiques que vous avez évoquées pour le bilan des morts pendant cette période. J'aimerais que l'on en parle car j'ai lu plusieurs de vos publications. Je ne voudrais pas dire que vous avez changé votre position, mais je dirais plutôt que les chiffres, eux, semblent parfois changer, eux, si je puis le dire de cette façon. Donc, avant de tout de suite mentionner les chiffres, mais pouvez-vous nous dire quelle est, selon vous, votre estimation du nombre de gens tués avant la chute de Phnom Penh, avant avril 1975. Et, bon, disons, entre le début des bombardements ou peu après, jusqu'en 1975. Avez-vous en tête un chiffre pour le nombre de morts? Réponse. J'ai lu une statistique, j'ai vu le chiffre de 1 demi-million, mais ce n'était pas fondé sur mes recherches. Mais écoutez, c'est une bonne question. Question. Quand vous dites que vous avez lu un numéro, était-ce un démographe, un historien, un journaliste ou une combinaison? Où avez-vous lu ce chiffre? Réponse. C'était par un expert démographique. Ce n'était pas été une devinette d'un journaliste. Question. Et quand vous pensez à un expert démographique, avez-vous quelqu'un en tête? Je ne veux pas vous acculer au pied du mur, mais... Réponse. Écoutez, vous imaginez que je fais des pauses parce que j'ai des réticences à répondre, mais c'est à cause du voyant de micro. Donc, le premier événement, c'est le génocide des Khmers rouges. C'est quelqu'un avec un nom polonais, Slovinski, je crois, je ne me souviens pas de son nom. Ensuite, il y en a un autre, c'est Patrick Uvelin, qui a écrit un excellent article sur le sujet. Et je pense que ce chiffre est apparu dans l'un de ces deux ouvrages. Question. Et à la lecture de ces articles, avez-vous vérifié quelles étaient les sources que ces auteurs avaient consultées pour en arriver à ce chiffre? Réponse. J'ai vu ce qu'ils citaient, mais je n'avais aucune façon de vérifier. Je respecte ces deux chercheurs et c'est tout ce que je peux vous dire. Question. Vous les respectez en raison de leur réputation ou était-ce à cause de la revue dans laquelle ils avaient publié leur article ou vous aviez entendu parler d'eux ou c'est une combinaison? M. Chandler parle à micro fermé. Réponse. Le niveau de détail de leurs arguments et leurs compétences professionnelles. Question. Savez-vous si un recensement avait été effectué au Cambodge avant 1975 et le cas échéant, à quand remontait le dernier recensement et quel était le chiffre pour la population?
Réponse. Je pense que le dernier recensement était en 62. Je n'ai pas donc les chiffres devant moi, mais c'est utilisé comme donnée de référence pour les recensements successifs. Je crois que c'était 6 millions, mais je ne saurais le dire avec autorité. Question. Et savez-vous quels étaient les chiffres du recensement qu'auraient choisi ces deux experts démographiques pour la période de 70 à 75 comme point de départ? Et pour ensuite en procéder à une soustraction, ou pour du moins en arriver à la conclusion que jusqu'à 500 000 personnes seraient mortes. Réponse. Ils avaient aussi pu citer un autre démographe, Migozzi, qui écrivait en français à propos de cette période. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce bouquin. Et lui, justement, avait réussi à extrapoler certaines de ces chiffres de population de façon professionnelle. C'est pourquoi je m'y suis aussi conformé. Question. Et avez-vous lu ses travaux à lui, par hasard? Cette personne, ce démographe français. Réponse. Oui, il y a très longtemps, mais oui, à l'époque, oui. Question. Et était-ce un ouvrage que vous avez utilisé pour en arriver à vos propres chiffres, ou dépendiez-vous, plus ou moins, de ce que d'autres avaient rédigé à ce sujet, à propos du bilan des morts? Réponse. Je n'ai aucune compétence en démographie et je dois donc dépendre de ces experts. Question, oui, c'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Donc, écoutez, nous avons colligé un graphique ou un tableau et vous allons le rendre disponible. Mais nous avons aussi en khmer, je dirais à la chambre de première instance que nous venons tout juste de préparer cela. Nous avons une bonne partie des documents sources, même si certains de ces documents sources ne sont pas dans le dossier pénal, mais ont été écrits par M. Chandler. Nous n'essayons pas ici de faire entrer de nouveaux éléments, mais à des fins d'illustration, nous cherchons à montrer les différentes positions ou les différents chiffres qui ont été évoqués par M. Chandler, tout dépendant de l'occasion, et nous les avons colligés dans un tableau. Et comme il y a plusieurs documents, nous n'avons pas d'objection à ce que M. Chandler ait ce tableau sous les yeux. Et nous pouvons ensuite en parler peut-être demain matin, s'il plaît. Enfin, si cela est plus facile pour M. Chandler, nous laissons cela à votre discrétion. Le président. La parole est à l'accusation. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Je suis ici pour demander, je me lève plutôt pour demander que si ce document est remis à M. Chandler, il doit être remis à toutes les parties et à la Chambre. Et doit faire référence aux documents d'origine d'où proviennent ces chiffres. Si le document satisfait à ces conditions, nous n'avons pas d'objection à ce que ce document soit remis. Absolutely. Maître Carnavas. Tout à fait. Nous sommes parfaitement d'accord. Chacune des parties devrait avoir accès à ce document. Et nous regrettons d'avoir oublié de remettre une copie papier à tout le monde. Nous pouvons... Peut-être, Monsieur le Président, pouvons-nous vous remettre une copie papier? Je sais, j'ai oublié le français. Mais nous avons un avocat francophone qui travaille avec nous. Nous essayons d'avoir des capacités francophones chez nous. Mais ce que nous pouvons faire... Écoutez, demain matin, nous essaierons de vous fournir les renseignements avant de quitter aujourd'hui, avant que vous quittiez le bâtiment aujourd'hui. Comme ça, vous l'aurez demain matin, si cela est plus facile pour la Chambre. Le président. Maître, pouvez-vous nous parler plus en détail? Pouvez-vous nous donner la cote du document que vous entendez montrer à l'expert? Et à savoir si vous avez présenté une
demande pour que le document soit versé au dossier, et si la Chambre s'est prononcée sur son statut avant de tenter de montrer le document aux professeurs et aux partis. Donc, veuillez, je vous prie, donner les détails, les caractéristiques, description du document pour permettre à la Chambre de considérer s'il peut être jugé recevable selon la pratique au CETC. Question. Enfin, Maître Carnavas, laissez-moi m'exprimer car plus clairement. Il est possible que je me sois mal exprimé. Nous avons étudié plusieurs documents. Certains sont au dossier pénal, d'autres pas. Tous ces documents ont été écrits par M. Chandler. Et nous avons préparé un tableau pour nous aider. Ce document, auquel je fais référence, je vais vous donner le RN d'un document qui n'est pas dans le dossier. C'est le Facing the Cambodian Past 00822745 en Khmer 00822754. Ensuite, il y a un extrait de la tragédie de l'histoire du Cambodge. Il s'agit de l'édition de 1993. Je crois que nous avons même une version en français. 00193077 et un RN en français 00824486. Toujours dans ce même document, dans l'introduction 00193084. Then on page 236, Puis la page 36, c'est 00193319. Puis à la page 271, 00193354. Donc voilà les ERN provenant de l'ouvrage de David Chandler, Tragédie de l'histoire du Cambodge, politique, guerre et révolution. Comme je l'ai dit, il s'agit de l'édition parue en 1993, réimprimée en 1994. Un autre document que nous avons consulté et qui n'est pas au dossier pénal s'appelle Épitaphe pour les Khmers rouges, que l'on retrouve dans New Left Review, publié mai-juin 1994. Nous l'avons dans les trois langues. En Khmer 00820894, en anglais 0081395 et en français 00823369. Puis, il y a l'ouvrage de M. Chandler, S21, ou Crime impuni des Khmers rouges. Un document déjà présent au dossier, c'est du document D108/39/2. Édition de 1999. En anglais 00192672 et en français 00357259. Puis, frère numéro 1, version de 1992. L'interprète signale qu'un micro est allumé et qu'il a beaucoup de difficultés à entendre les ERN. the pages are Les pages sont donc en khmer 00821668, en anglais
81 8412. Ensuite, une fois de plus, frère numéro 1, version de 1999. ERN en anglais 00392918. Puis un article publié dans le Ethics and International Affairs Annual Journal du Conseil sur l'éthique et les affaires internationales de Carnegie. Les Khmer Rouges seront-ils poursuivis un jour? Il y a une cote. Ce document est au dossier pénal. Tout le monde devrait avoir cet article. Page en Khmer. Le président. Maître. Une certaine confusion semble régner. Je suis le président et je ne comprends pas très bien ce que vous cherchez à faire. Nous voulons savoir quel document vous voulez remettre à l'expert et au parti. Pouvez-vous nous dire si le document que vous entendez verser au débat, ou plutôt que si le document que vous cherchez à montrer à l'expert a déjà été versé au débat à cette fin? Donc vous avez indiqué certaines sources, certains de ces documents sont dans le dossier pénal, d'autres non. Vous avez fait référence à des ERN. Veuillez, je vous prie, être plus précis. Voulez-vous nous dire si ces ERN sont en français, en khmer, en anglais? Je crois que la Chambre a déjà bien informé les partis sur la façon de déposer et de verser les documents au débat. S'il s'agit de nouvel étalement de preuves, il faut se conformer à la règle 87 alinéa 4. Et c'est la règle qui régit la recevabilité de ces nouveaux éléments. De même, la Chambre demande à la défense de préciser si ces documents sont déjà au dossier, s'ils figurent sur une liste de documents proposés par une des parties. Ça nous permettra de sauver du temps et ce sera plus clair. Maître, nous apprécions vos précisions. Nous espérons que vous serez bref dans vos explications. Et nous pourrons ainsi bien connaître l'identité des documents, notamment les documents à être versés au débat pour l'interrogatoire de demain. Madame la juge Cartwright, peut-être pouvez-vous ajouter quelques précisions pour que Maître Carnavas soit pleinement informé des intentions de la Chambre. Et cela nous permettra de bien poser les fondements de la discussion de demain. Mr. Carnavas. La juge Cartwright, merci, Monsieur le Président. Maître Carnavas, vous avez lu une liste très longue de documents. Avant de pouvoir vous y référer demain, la Chambre a besoin de savoir si ces documents font partie du dossier et s'ils ont été soumis à la Chambre. Comme vous le savez, la Chambre a toujours décidé que si les documents n'ont pas été versés devant la Chambre, qu'il faut déposer une requête par écrit sous la règle 87 alinéa 4. La Chambre désire donc interrompre ce très long récit des documents
pour arriver à identifier les documents que vous êtes en droit d'utiliser pour interroger cet expert. J'imagine que le président souhaiterait avoir ces renseignements avant que vous repreniez la parole demain matin. Vous saurez anticiper que si les documents n'ont pas été versés devant la Chambre, vous devez soumettre une requête sous la règle 87.4. Ce n'est pas suffisant d'inscrire ces documents au dossier quotidien de la Chambre. Maître Carnavas, j'apporte une précision et nous allons réviser notre tableau pour en tenir compte, mesdames et messieurs les juges. Si nous présumons qu'un document n'a pas été versé au dossier, sommes-nous autorisés néanmoins à poser une question au professeur Chandler et lui dire que vous avez par ailleurs mentionné des chiffres 0,13 millions ou 15 ou 17 ou 1 sur 7. Sommes-nous autorisés à le faire? L'objectif étant de demander à l'expert de témoigner sur ses écrits antérieurs. C'est pour cela que j'ai tenu à apporter ces chiffres. Je pense que cela ne pose aucun problème de lui demander s'il a cité des chiffres différents à d'autres occasions et lui laisser la possibilité de s'expliquer, mais c'est à la Chambre d'en décider. La juge Cartwright, merci Monsieur le Président. Comme la Chambre l'a déjà décidé, vous pouvez utiliser des documents qui n'ont pas été versés au dossier. Pour poser des questions à l'expert, mais vous n'êtes pas en droit d'identifier les documents. Dans le cas contraire, nous devons passer par l'ensemble du processus d'authentification, de distribution, de préavis aux parties. Vous pouvez vous en servir comme base de vos questions et rien de plus. C'est une nuance subtile, mais c'est la situation telle qu'elle est, vu le très grand nombre de documents auxquels la Chambre et les parties doivent faire face. Il serait préférable de nous transmettre votre petit tableau aujourd'hui plutôt que de perdre du temps demain matin avant la reprise de votre interrogation de l'expert demain matin. Merci. Maître Carnavas, je sais qu'il se fait tard, je comprends tout à fait. À la lumière de votre décision, je vais devoir réviser le tableau. Parce que je vois qu'il faut le réviser légèrement. Une précision pour l'ensemble des parties et pour le Dr Chandler également, sans verser quoi que ce soit, pouvons-nous présenter au professeur Chandler une copie papier pour qu'il puisse vérifier les chiffres et s'assurer que ce soit des chiffres qu'il ait écrits. La juge Cartwright, non, en bref. Vous devriez soumettre une requête pour verser ce document au débat et ensuite vous servir de ce document plus tard. Le président. Le coprocureur international, vous avez la parole. Le coprocureur international, nous avons regardé les différentes requêtes. La requête de mon confrère portant la code E172/24/3 fait référence à au moins 2 des documents. Donc il y a au moins 2 documents qui font déjà l'objet d'une requête, le document E172/24/3 et il y a une deuxième requête, E172/24/5, qui ne semble pas faire référence au document qu'il vient de citer. Je tenais à apporter ces informations.
បាទឥឡូវនេះដល់ពេល Le président, l'heure est venue de lever l'audience. La défense de Ieng Sary a cité un certain nombre de documents qui souhaitent verser au débat demain matin en raison de la soumission tardive de la liste de documents. La Chambre décide donc que la défense de Ieng Sary devra préparer une liste de documents et fournir cette liste au greffier de la Chambre avant le début de l'audience de demain. Je vous remercie, Dr. Chandler. Nous allons lever l'audience. Nous avons dépassé l'heure habituelle de 15 minutes et nous tenons à vous remercier, professeur, du temps que vous nous consacrez. Nous sommes un quart d'heure en retard pour la fin de cette journée. Nous allons donc lever la séance et reprendre à 9 heures du matin, comme à l'habitude. Demain matin, l'audience commencera avec les questions posées par la défense de M. Ieng Sary. Dr. Chandler, votre déposition devant cette chambre n'est pas terminée. Nous vous invitons donc à revenir ici au prétoire demain. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du professeur Chandler jusqu'à la reprise de l'audience et vous le raccompagner ici à 9 heures demain matin. Les gardes de sécurité, veuillez raccompagner les 3 accusés au centre de détention et les ramener au prétoire demain, mardi 24 juillet, avant 9 heures. L'audience est levée.